Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un individu qu'on va pouvoir qualifier de secret, de qui on ne saura pas grand-chose. Fait que c'est sûr que s'il y a un meurtre à commettre, il ne donnera pas beaucoup de signes, puisque de toute façon, il ne projette rien de ce qu'il peut ressentir sur l'extérieur. D'après moi, c'était prévu son affaire, là. Il avait son plan, là, puis il a choisi la personne, puis c'était un meurtre gratuit. Je pense que la société banalise la violence. Il y en a trop. C'est trop cru. Tout est trop cru. Pour se faire de l'argent de poche, puis pour donner aussi un coup de main à sa mère, il s'est inscrit dans l'armée. Ça, je pense que ça a été une erreur. Le mardi 23 juin 1992, le soleil illumine la petite ville de Windsor, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Sherbrooke. Au cœur de la ville, vers l'est, se trouve le magnifique parc Watopeka, du nom de la rivière qu'il sillonne. D'habitude, le parc est un oasis de calme pour les promeneurs. Il est environ 14h30. Une femme est assise sur un banc du parc. Repliée sur elle-même, elle se comprime le ventre d'où s'échappe du sang. Elle vient d'être frappée d'un coup de couteau. Tout à coup, une jeune fille d'environ 13 ans apparaît dans un sentier. Son chandail est taché de sang. Elle est pieds nus et court à toute vitesse. Quand elle passe devant la dame blessée, celle-ci remarque qu'elle tient un couteau de type Rambo à la main. La dame crie quelque chose à la jeune fille. Celle-ci laisse tomber le couteau au milieu du sentier et poursuit sa course folle vers la sortie du parc. Elle se rend au poste de police et frappe à la porte de toutes ses forces. Malheureusement, le poste est fermé et personne ne lui répond. À l'extérieur du poste de police, il y avait un appareil téléphonique qui permettait aux citoyens de communiquer directement dans les autopatrouilles. C'était utilisé lorsque le poste était fermé. La jeune fille appelle pour demander des secours. J'arrivais de Sherbrooke, il n'y avait pas personne dans le poste de police. Le chef de police arrive au même moment. Il se dirige vers elle et l'encourage à se calmer. Elle essaie de lui raconter son histoire, mais les mots se bousculent. Comme je ne sais pas directement où c'était, elle monte avec moi en auto. Elle me dirige là, à la sortie du stationnement du poste. À cette époque-là, le sentier était ouvert. Et on rentre dans le sentier. Le chef de police ignore encore ce qu'il va trouver dans le sentier du parc Watopeka. La jeune fille au chandail maculé de sang, est-elle victime ou agresseur? La jeune fille qui conduit le chef de la police de Windsor au parc Watopeka en ce 23 juin 1992 est Dorothée Dion. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Quelques jours plus tôt, le vendredi 18 juin, Dorothée célèbre la fin de l'année scolaire. Les grandes vacances commencent. Son jeune frère de 11 ans, Stéphane, finit l'école le mardi suivant, 23 juin. Mais ce vendredi-là, il a une demande spéciale à faire à leur mère. La dernière journée d'école, il y avait une activité qui allait à Québec. Et moi, j'avais refusé qu'il fasse le voyage à Québec.
c'est que c'était déjà une classe qui avait des enfants en difficulté. C'est une classe où il y avait beaucoup de problèmes. J'avais peur que le professeur perde un petit peu de contrôle. Stéphane accepte la décision de sa mère sans trop discuter. C'était pas grave. Québec, on y allait. On partait en camping, on allait à Québec. On allait se promener dans les petites rues, trouver des petites choses. Donc, il y avait déjà... on allait déjà exploiter le vieux Québec. Donc, c'était pas grave pour lui. Stéphane est un naturel conciliant. C'était un enfant qui était bien seul, qui était bien avec ses jouets, était bien à jouer dans le bois, faire des camps. Il était très proche de ses sœurs. Très, très proche. Le mardi 23 juin, le jour où Stéphane aurait pu aller à Québec, Dorothée propose à son frère une activité qu'il accepte avec enthousiasme. Ils m'avaient demandé, les deux, d'aller faire un tour en bicyclette dans la ville. C'était difficile pour moi de dire oui, mais on m'avait tellement dit « Lâche la corde, Céline, lâche la corde. » Ils sont assez vieux, lâche la corde. J'ai lâché de la corde cette journée-là. Pas facile. Parce qu'il restait toujours que je pouvais voir un peu où qui était, ou qui était pas loin. Mais cette journée-là, j'avais off. 11 ans et demi, 13 ans, off. On va lâcher un petit peu de corde. Oui, aller faire un tour de bicyclette dans la ville. Donc, ils sont partis tous les deux. Il était 1 heure et demie. Ils sont partis tous les deux avec leur vélo. Les deux enfants se dirigent aussitôt vers le parc Watopeka. Elle a trouvé ça magnifique, le sentier, les chutes, les belvédères, le bois. Je pense qu'on a toute une attirance pour le bois chez nous. Comme de quoi c'est paisible, mais qu'on est bien dans le bois. Mais la promenade des enfants a mal tourné. Une demi-heure après leur départ, Dorothée Dion, assise à bord d'une autopatrouille, tente de guider le policier à travers le parc Watopeka. On circule jusqu'où on peut. Et de partir de là, on part à pied, on traverse un pont, puis on longe la rivière Watopeka de l'autre côté de la rive, dans un sentier qui est aménagé. Jusque près d'un gros pin, j'aperçois un corps étendu par terre. Le policier se précipite. Le corps d'un jeune garçon gît dans une mare de sang. Quand j'arrive sur les lieux, j'éloigne la jeune fille, après avoir examiné sommairement ses blessures. Dorothée explique que le jeune garçon est Stéphane, son frère. Le policier sait que chaque seconde compte et que les secours ne doivent pas tarder. J'avais communiqué avec d'autres policiers qui étaient en service, qui arrivaient sur les lieux. Fait que je remets la jeune fille à un des policiers, lui demandant de l'emmener au bureau et puis de la faire soigner à l'hôpital. D'après l'état de ses vêtements, il y avait du sang sur elle. C'était évident qu'il s'était passé quelque chose de grave. Le chef de police de Windsor demande à d'autres patrouilleurs de se poster à l'entrée du sentier afin de protéger la scène et d'empêcher les curieux de s'approcher. Un appel est lancé pour retrouver des témoins. Les policiers emmènent Dorothée à l'hôpital pour qu'on s'occupe de ses blessures. Ils y retrouvent la dame blessée que Dorothée a croisée au passage. Un promeneur l'a secourue et elle a été conduite à l'hôpital. Son témoignage et celui de Dorothée convergent. Elles décrivent l'agresseur de Stéphane comme un jeune homme d'environ 20 ans, assez corpulent, aux cheveux noirs. Il porte une veste en jeans, un coton ouaté gris et un sac d'armée en tissu vert. Les policiers notent le tout avec attention, mais ils n'ont aucune piste. Qui a attaqué le jeune Stéphane, parti plus tôt faire du vélo avec sa sœur? Est-ce la même personne qui a poignardé la femme assise sur le banc? Quelle rencontre fatale ont-ils faite au parc Watopeka le 23 juin 1992? Dorothée Dion vient d'emmener le chef de police de Windsor sur le sentier du parc Watopeka où son frère Stéphane, âgé de 11 ans, gît dans une mare de sang.
Dès qu'il se penche sur le corps de Stéphane, le policier comprend qu'il est trop tard. La découverte d'un couteau ensanglanté dans le sentier laisse croire que le meurtrier s'est enfui vers la sortie du parc. Les recherches s'amorcent dans cette direction. Les policiers de Windsor connaissent les parents de Stéphane. La tâche ingrate de leur annoncer la mort de leur fils leur revient. À 3h30, il y a quelqu'un qui a cogné chez moi. Et quand je suis allée ouvrir, c'était 2 policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari a-tu eu un accident? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas pourquoi. Puis là, ils ont dit, mais Céline, on a quelque chose à te dire. Quoi? Et là, tu fais du déni, tu veux qu'il s'en aille. Tu veux retourner en arrière, tu veux pas qu'il rentre dans ta maison. Je les ai repoussés. Je les ai repoussés, je leur ai dit de s'en aller. Que je voulais pas savoir. Mais il fallait qu'ils me le disent. Encore sous le choc de la mort de son fils, Madame Dion apprend que sa fille Dorothée est à l'hôpital. Heureusement que ses blessures aux mains et aux bras ne sont que superficielles. Le sang sur ses vêtements était celui de son frère. Accompagnée des policiers, Madame Dion se rend immédiatement au chevet de sa fille. Notre grande fille était à l'hôpital pour soigner ses blessures. Donc là, je vais la rejoindre. Il a fallu que je lui apprenne qu'est-ce qui s'était passé. Que Stéphane, maintenant, n'était plus en vie. Et là, elle dit, non, maman, elle dit, il vit. Là, il a fallu l'emmener avec la police. Puis lui dire que là, Stéphane était bien décédé. Dorothée et ses parents sont anéantis. La ville de Windsor apprend bientôt qu'un de ces jeunes a été victime d'une attaque dans le parc. Les recherches se poursuivent en ville puisque le couteau trouvé sur le sentier leur a fait croire que le meurtrier était sorti du parc. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que caché au milieu des arbustes et des buissons, sur une petite île, un jeune homme tente de mettre fin à ses jours. Le parc Watopeka est bien connu des gens du coin et il est très fréquenté. Ce matin-là, du 23 juin 1992, Sébastien Lemieux, 18 ans, est lui aussi parti y faire une randonnée. Physiquement, c'était un garçon qui était grassouillet. Il était timide avec les gens qu'il connaissait pas. Par contre, il était enjoué et taquin avec les gens qu'il connaissait bien. Il pouvait même être câlin avec ses proches. Les parents de Sébastien se sont séparés quand il avait 4 ans et demi. Il vit avec sa mère et n'a vu son père que quelques fois au cours des 13 années qui ont suivi. Sa mère et lui sont très proches. Ils vivent dans un univers clos, sans beaucoup de contact avec l'extérieur. Sébastien a toujours été ce qu'il y a eu de plus important dans la vie de Mireille. Quand Sébastien était jeune, Mireille supervisait les devoirs de Sébastien. Mireille jouait souvent avec Sébastien. Mireille envoyait Sébastien dans une école privée pour être capable de lui donner les meilleures chances possibles de sortir du milieu, justement, qui était blessant pour lui. Des propos humiliants, le jeune Lemieux en entend depuis qu'il est enfant. Il semble que son excès de poids soit à l'origine des railleries et du harcèlement dont il est victime à l'école. C'était un jeune qui n'était pas sportif. Il était plutôt enrobé et il était très timide. Quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne la recette du souffre-douleur idéal. Sébastien Lemieux est plutôt solitaire. Il adore se retrouver seul dans les bois, où il passe beaucoup de temps. Il connaît le parc Watopeka comme le fond de sa poche. À la fin du primaire, il est passé, à un moment donné, devant l'école secondaire avec sa mère, puis il a dit à sa mère qu'il ne voulait pas aller dans cette école-là. Les railleries sur son poids l'ont sûrement énormément affecté. Sa mère accède à son désir et l'envoie dans un pensionnat,
un séminaire pour futurs prêtres. Ses résultats scolaires qui ont toujours été excellents se maintiennent grâce à l'encadrement qui est très serré. Mais Sébastien ne s'adapte pas. Il est solitaire et n'a pas la vocation sacerdotale. Il revient donc à l'école secondaire de Windsor, où il termine son secondaire 5 en 1991. Il reste que Sébastien était un jeune que j'aurais donné un modèle à n'importe quel jeune de l'école où est-ce que je travaillais. En mai 1992, Sébastien termine sa première année au cégep de Sherbrooke. Comme sa mère n'avait pas de voiture, il a dû emménager à la résidence étudiante où il s'est retrouvé isolé. Il se sent différent des autres. Comme l'encadrement est moins présent, ses performances académiques en subissent les contre-coups et se dégradent. Ça semble avoir commencé à mal aller pour Sébastien vraiment le temps qu'il a été au cégep. Et quand il était chez sa mère, il reste qu'il y avait toujours d'autres personnes autour de lui toute la journée. C'était différent. Au cégep, il était en chambre, en résidence. Donc, il a sûrement vécu plus d'isolement à ce moment-là. Le peu de contact que ces gens-là vont avoir, ça leur est très précieux et nécessaire. Et de se couper de ça, c'est clair que cet individu-là s'est retrouvé tout seul, s'est retrouvé vraiment démuni. Et là, je pense que c'est le côté plus sombre là, de rumination, de pensée noire qui a dû prendre le dessus parce qu'il n'y avait pas rien pour, contrebalancer. Le 23 juin, Sébastien est déjà revenu chez sa mère depuis quelques semaines pour les vacances d'été. Il doit bientôt retourner au camp d'entraînement de l'armée qu'il fréquente depuis février 1991. À ce moment-là, c'était pour Sébastien le moyen d'avoir un peu d'argent. Et je pense que ça pouvait aussi représenter certaines facilités d'études plus tard. Sébastien Lemieux est formé pour devenir soldat fantassin à temps partiel dans l'unité de milice des fusiliers de Sherbrooke. Durant l'été 1991, il a subi un cours de métier qu'il a abandonné une journée avant la fin. La milice a accepté de le garder dans ses rangs, à la condition qu'il reprenne son cours au cours de l'été 1992. L'armée, c'est un lieu qui va combler plusieurs besoins. Pour les gens qui sont vraiment tout seuls et qui ont personne, l'armée est un pourvoyeur. L'armée va nous organiser notre journée, l'armée va nous fournir ce qu'il faut. Mais une fois rendu, ça peut être stressant pour ces gens-là parce qu'ils ont à partager avec d'autres personnes qui ne sont pas habituées. Faut quand même pas oublier que le but de l'armée, ça reste de former des soldats, donc des tueurs virtuels socialement valorisés. L'entraînement, très souvent, vise à briser les caractères. Puis, dans certains cas, je pense que ça peut démolir aussi les individus, surtout pour des individus qui ont une estime de soi très faible, comme ça pouvait être le cas de Sébastien. C'est le 28 juin, soit 5 jours plus tard, que Sébastien doit retourner au camp. En attendant, il décide de profiter de son temps libre pour passer la journée dans le bois. C'est une activité qui convient bien à son tempérament solitaire. Le matin du 23 juin, sa mère, qui est couturière, quitte très tôt pour aller à son travail. À 8h30, Sébastien se prépare à partir en mission au parc Watopeka. À 17h, quand Mireille rentre chez elle, elle constate que Sébastien n'est pas là. Elle en déduit qu'il a dû passer la journée dans le bois, comme il le fait souvent. Les heures passent et Sébastien ne rentre toujours pas. Mireille commence à s'inquiéter. Elle appelle sa sœur qui habite la même région. Son beau-frère lui répond. Il lui raconte qu'en rentrant du travail, il a vu un attroupement à l'entrée du parc Watopeka et des rubans jaunes de police. Des rumeurs disent qu'il y a eu une agression. L'inquiétude de Mireille monte d'un cran. Ce qu'on a su par après, c'est qu'elle s'était même rendue dans le secteur pour voir si son fils était là. Puis même, je pense qu'à un moment donné, elle a craint que ce soit son fils qui soit victime parce qu'il n'était pas rentré. Au parc, personne ne peut lui confirmer l'identité de la victime. Sans hésiter, résolue à en savoir davantage, elle se précipite au poste de police.
Le meurtrier du jeune garçon, assassiné dans le parc Watopeka, court toujours. La piste du couteau n'a mené à rien. Les policiers commencent à croire qu'ils font fausse route. Où se cache le meurtrier de Stéphane Dion? Le mardi 23 juin 1992, la petite ville de Windsor est en émoi à la suite de l'agression d'un jeune garçon de 11 ans dans le parc Watopeka. Même si la déclaration des témoins concorde, les policiers n'ont aucune piste. Ils essaient de rencontrer le maximum de personnes qui se trouvaient au parc ce jour-là. Un homme raconte avoir vu un jeune homme corpulent se promener. Il lui a même parlé. Le jeune homme lui a dit son nom. Mais vérification faite, personne à Windsor ne s'appelle ainsi. Une équipe avec chien pisteur est dépêchée pour fouiller le parc. Quand il ne part pas en expédition dans la forêt, Sébastien Lemieux s'adonne à son autre passion, la lecture de romans d'horreur. Il en a des collections complètes. Il possède aussi une quantité impressionnante de films d'horreur qu'il écoute et réécoute sans cesse. On a mis un énorme accent sur le fait que Sébastien écoutait des films d'horreur, sur le fait que Sébastien lisait Stephen King. Si on considère le nombre de romans puis de films qui peuvent se vendre et s'écouter, ben c'est pas un cas isolé puis ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas les lectures ou les films ou les jeux vidéo qui vont les rendre violents. C'est leur propre violence à l'intérieur qui fait qu'ils vont se reconnaître dans ça et qu'ils vont en rechercher. De plus, Sébastien Lemieux a une impressionnante collection d'armes blanches. Il s'en achète chaque fois qu'il a un peu d'argent de poche. Quand elle veut lui faire plaisir, sa mère lui en offre. C'est souvent des gens qui vont se sentir eux-mêmes comme pas si compétents, pas si puissants, et le fait d'avoir une arme ajoute de l'assurance. On devient quelqu'un quand on a une arme. Ici, on parle d'armes blanches, d'armes de collection. Fait que probablement qu'au départ, effectivement, un intérêt, une petite fascination, mais c'est la façon dont ça a déboulé par la suite, où les armes devenaient même plus des armes de collection. Là, ça devenait plus inquiétant. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'on ne soit pas inquiété, mais quand Sébastien vivait chez Mireille, les choses n'étaient pas inquiétantes. Si Sébastien s'était caché pour pratiquer ses loisirs, peut-être que ça aurait été inquiétant. Mais c'était fait normalement devant tout le monde, donc c'était pas inquiétant. La mère de Sébastien se réjouit que son fils se passionne pour quelque chose. Le côté réservé et introverti de son fils l'encourage à croire que cet intérêt est inoffensif. Probablement que cette mère-là a essayé de compenser la carence qu'elle voyait chez son fils. C'est clair que c'est un individu qui était rejeté des autres. C'est clair que lui-même disait qu'il était souffre-douleur. C'est clair qu'il y avait des difficultés au niveau des relations sociales. Fait qu'une mère dans ce temps-là va avoir tendance à vouloir compenser ça, à vouloir faire plaisir, à vouloir développer ses capacités. Bien qu'il soit content d'avoir terminé sa première année de cégep, Sébastien Lemieux n'a pas l'esprit tranquille. Sébastien se préparait en fait à retourner au camp d'entraînement. Camp d'entraînement qu'il avait échoué l'année précédente. Et qui savait donc comment difficile ça pouvait être. Et la pression devait sûrement être énorme sur lui à ce moment-là. Plus la date de son retour au camp approche, plus le stress de Sébastien augmente. Dans un monde qui mise si fort sur la force et la performance, son excès de poids et sa mauvaise condition physique en font une cible idéale pour les railleries de ses camarades. Ce dont je me souviens, c'est qu'après les entraînements, Sébastien était souvent choqué. Il se plaignait souvent de l'attitude et des propos choquants des entraîneurs. Un jour, au cours de l'année précédente, en plein camp d'entraînement, le supérieur de Sébastien, un caporal de 19 ans, lui a demandé d'aller couper du bois pour le feu. Se faire donner des ordres de façon cavalière par quelqu'un d'à peine plus âgé que lui crée chez Sébastien une réaction d'une grande violence.
Lemieux sort son couteau d'une poche et le brandit. Il dit au caporal d'arrêter de le déranger. Le ton monte. Le caporal lui demande de se calmer. Lemieux accepte à contre-cœur. L'incident fait des vagues. Sébastien est rétrogradé aux cuisines. Mais cet incident ne remet pas en question l'amour de Sébastien pour les armes. Dans le cas de Lemieux, je pense qu'on était très proche du trouble de personnalité. C'est un individu qui semble très renfermé, qui vivait beaucoup d'échecs, qui avait un réseau social pauvre, qui n'avait pas de relations sentimentales proches. Un individu qui, au niveau professionnel, ça n'avait pas fonctionné dans l'armée. Et tout ça, d'après moi, à cause de sa personnalité. Pendant que la mère de Sébastien Lemieux se dirige vers le poste de police de Windsor pour avoir des nouvelles de son fils, les policiers reçoivent enfin une information qui va faire débloquer l'enquête. C'est plus tard dans la soirée, nous étions rendus au poste de police, qu'on a eu un appel téléphonique d'une dame qui disait qu'elle était dans le bois l'après-midi, qu'elle avait vu le suspect, qu'elle savait qui c'était, mais elle ne pouvait pas nommer son nom. La dame qui appelle a été mise au courant du meurtre par une voisine. Sa fille, âgée de 15 ans, lui dit avoir croisé au parc un jeune homme assez corpulent. Elle l'a reconnu comme un ancien de l'école. Même si elle ne connaît pas son nom, elle serait prête à tenter de l'identifier. Il était sur la photo des finissants de l'année d'avant à l'école de Tournesol. Elle nous a mentionné que si elle pouvait voir la photo, on pourrait identifier le suspect. Fait qu'on, c'était la dernière journée d'école, il n'y avait plus personne, l'école était fermée, mais on a rejoint un des directeurs adjoints. Les photos des finissants sont affichées sur les murs de l'école, mais elles se retrouvent aussi dans les albums de fin d'année des différentes promotions. L'adolescente est capable d'identifier le promeneur aperçu au parc. Sa description recoupe celle de Dorothée et de la dame blessée. Même vêtements, même silhouette. Les policiers connaissent maintenant l'identité de leur suspect. Sébastien Lemieux. Ils doivent le retrouver pour l'interroger. Au même moment, l'équipe chargée de fouiller le parc avec les chiens pisteurs commence à trouver différents objets, dont plusieurs couteaux cachés sous des troncs d'arbres. On patrouille des rues de la ville, on surveille sa résidence et puis on fait des recherches un peu partout en ville et en région. Mais les recherches n'ont rien donné. Sébastien Lemieux semble introuvable. À ce moment, sa mère, Mireille, arrive au poste de police, affolée à l'idée que son fils puisse être la victime de l'agression qui a eu lieu au parc durant la journée. C'est là qu'elle apprend avec horreur qu'il est plutôt le principal suspect d'un meurtre. Pendant que tout le monde le recherche, Sébastien Lemieux rentre chez lui en passant par derrière, évitant ainsi la surveillance policière. Durant la soirée, vers 22h40 au poste de police, je reçois un appel téléphonique d'un individu qui demandait si sa mère, Mireille Thérien, était au poste de police. Mireille était la mère de Sébastien Lemieux. Fait que je demande à Sébastien, t'es où? Il dit, je suis chez nous. Fait que j'ai dit, bouge pas de là, on te donne des nouvelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans sa vie, il a juste sa mère. Et là, il vient de poser un geste épouvantable, un geste qui est extrêmement lourd. La seule personne qui connaît, à qui il peut se confier, ou sans même en parler, juste le fait d'être en sa présence, qui va lui apporter un certain réconfort, parce qu'un individu qui est tout seul au monde, je pense qu'à un moment donné, il a recherché sa mère, puis il a fini par dire, il faut que je lui parle, même au point d'appeler au poste de police. J'ai resté surpris qu'il appelle, sauf qu'il a expliqué que des voisins lui avaient dit que sa mère était partie au poste de police. Le chef de police lui dit que d'autres policiers iront le chercher. Sébastien rétorque qu'il n'est pas habillé. Saint-Onge lui précise quoi enfiler comme vêtements. Pendant qu'il le maintient au bout du fil, un autre policier contacte la Sûreté du Québec. Les policiers se rendent au domicile de Lemieux. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont préparé les négociations avec lui. Ils l'ont rappelé, puis ils lui ont donné des instructions
à savoir de sortir dehors, de lever ses mains et de se rendre. Sur les lieux, il y avait déjà des enquêteurs qui ont procédé à son arrestation et ils l'ont conduit à Sherbrooke pour enquête. Puis, les enquêteurs entrent dans la maison et prennent connaissance de l'ampleur de sa collection d'armes blanches. Une 50aine de couteaux et de sabres en tout genre. Ils découvrent ses bibliothèques remplies de livres et de films d'horreur et sa passion pour les objets macabres comme les reproductions de têtes de squelettes. Dans l'autopatrouille qui l'amène à Sherbrooke, Lemieux déclare qu'après ce qu'il a fait, aucun avocat ne voudra jamais le défendre. Une fois arrivé au poste, il raconte s'être caché dans le bois près de la rivière après le crime. Il prétend avoir tenté de s'entailler le poignet à l'aide de son canif parce qu'il se sentait mal. Mais la douleur l'a fait s'arrêter. Les gens qui veulent se suicider, habituellement, ils le font. C'est une colère que cet individu-là n'a pas retourné contre lui, manifestement, qu'a retourné contre quelqu'un qui est un inconnu, mais qui, pour lui, c'est clair que pour lui, c'est un symbole de quelque chose. Lors de la parade d'identification, on demande à Dorothée d'identifier formellement l'agresseur de son frère. Sans hésiter, elle indique le numéro 5, Sébastien Lemieux. Sébastien Lemieux est inculpé et accusé, entre autres, du meurtre au premier degré du jeune Stéphane Dion. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à commettre un geste aussi gratuit? Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Sébastien Lemieux, 18 ans, vient d'être amené au bureau de la Sûreté du Québec de Sherbrooke. Dans une déclaration manuscrite, il raconte ce qui s'est passé durant cette journée du 23 juin 1992. Ce matin-là, dès que sa mère quitte pour son travail, Sébastien se prépare à son expédition dans les bois. Dans son sac d'armée, il glisse plusieurs couteaux, comme s'il partait en guerre. Dans le parc Watopeka, une adolescente aperçoit Sébastien alors qu'elle marche sur un sentier. Elle le reconnaît, même si elle ignore son nom. Durant toute la matinée, Lemieux entre et sort du bois. Il croise plusieurs personnes. Il prend bien soin d'arborer une expression neutre pendant qu'il continue de cacher ses armes. En début d'après-midi, les enfants Dion arrivent au parc, juchés sur leur vélo. Ils ont l'intention d'y passer le reste de l'après-midi. Dorothée emmène son frère sur un sentier. Il s'arrête pour admirer la vue. Il rigole et s'amuse. C'est à ce moment qu'il croise Sébastien Lemieux. Si cet individu-là a vécu énormément de frustration, a eu de la colère, a été ridiculisé, c'est clair que de voir quelqu'un de cet âge-là, au moment où lui était victime de raillerie, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a la chance pour lui d'avoir tout ce qu'il faut, donc c'est quelque chose d'un peu idyllique. 10 minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Ils croisent Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants Dion, mais revient subitement sur ses pas et se met à les suivre. C'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elle s'assoit sur un banc pour discuter. Les enfants Dion, toujours en vélo, roulent dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane, pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un
l'individu est sorti du boisé et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. Puis elle criait dans le bois. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles au poignet, au bras et au visage. La dame et son ami entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il essaie de l'étrangler. Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Elle a essayé de l'enlever parce que à ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille et il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier avait un autre canif dans ses poches. Il l'a sorti, il l'a ouvert et a donné un coup à la dame qui a effleuré l'enveloppe du cœur, à 1 ou 2 centimètres de l'enveloppe de son cœur. Ramené brutalement à la réalité par l'intervention de Dorothée puis celle de la dame, Lemieux s'enfuit à travers les bois. La dame blessée se relève péniblement. Elle tente de convaincre Dorothée d'aller chercher des secours. Dorothée refuse d'abandonner son frère. Dorothée se précipite sur son frère pour le secourir. Elle enlève ses chaussures et ses bas. J'ai essayé de le transporter. Elle a essayé de le mettre sur son dos puis l'emmener avec elle. Mais elle n'a pas été capable. Il était aussi lourd qu'elle. Elle n'a pas été capable. Mais à ce moment, j'ai arrêté son sang. Avec les bas, j'ai arrêté son sang, maman. Les deux amis partent chercher des secours. La dame blessée est trop faible et doit s'arrêter pour s'asseoir sur un banc. Son ami se hâte vers la sortie du parc pour revenir avec de l'aide. Cette jeune fille-là qui a aidé son frère, c'est admirable. Elle a fait preuve d'un courage qu'on voit rarement. Et ce qu'on a su, c'est qu'elle a réussi à se développer malgré un événement comme celui-là qui aurait traumatisé, qui aurait pu l'handicaper pour la vie, de façon saine et normale. Ça démontre à quel point cette fille-là était solide, à quel point elle avait un environnement qui était favorisant, j'ai même envie de dire presque exceptionnel, pour avoir posé le geste qu'elle a fait pour défendre son frère. Quand Gladys, elle a acheté son bicycle à terre, puis elle s'est virée de bord, puis elle a essayé de se sauver. J'ai... Wow! Dans ma tête, à moi, là. Je l'ai jamais dit, mais dans mon lit, dans ma tête, là, j'ai resté... t'es forte. T'es forte. Quand elle constate à quelle vitesse son frère perd son sang, la jeune Dorothée se précipite au poste de police pour chercher du secours. Le jeune Stéphane Dion est mort suite aux hémorragies consécutives aux lacérations de l'artère carotide et de la veine jugulaire. Sébastien Lemieux devra répondre de ses actes. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Le 23 juin 1992, Sébastien Lemieux assassine froidement Stéphane Dion, âgé de 11 ans. Son procès pour meurtre au premier degré s'ouvre le 7 décembre 1992. Le procès a débuté au début du mois de décembre.
Il y a eu plusieurs témoins, entre autres, là, des psychiatres des deux côtés, autant de la défense que de la couronne. Il y a même une professionnelle sur la violence dans les médias qui est venue témoigner. Il y a eu beaucoup de témoins. L'objectif de la couronne est de prouver la préméditation, c'est-à-dire de prouver que le matin du 23 juin 1992, Lemieux avait bel et bien l'intention de tuer, alors qu'il dissimulait des armes blanches un peu partout dans les bois. Il n'a jamais pu expliquer son acte, pourquoi il l'avait fait. La seule raison qu'il nous disait, c'est qu'il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il le fasse, puis je pense qu'il ne savait pas lui-même pourquoi. Mais il avait le goût de le faire. Ils ont essayé de le faire passer pour malade, mais regarde, c'est un geste impulsif qu'il a fait. Je pense qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il a fait. Il y avait des armes sur lui, il y en avait même deux, d'après ce qu'on peut comprendre. Il y avait un canif sur lui en plus. C'est quelque chose qui devait jouer dans sa tête comme un fantasme. À plusieurs reprises le long du procès, la mère de Sébastien est décrite comme ayant sous-estimé la passion de son fils pour le macabre et l'horreur. Il faut comprendre que quand on est une mère, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire. De là à dire qu'elle est une mauvaise mère, pas du tout. Moi, je pense qu'elle a essayé de composer avec l'enfant qu'elle avait pour pallier à ces carences-là. Elle a juste pas réussi parce que d'après moi, c'était pas possible. D'abord, Mireille a vu s'écrouler, elle aussi, les rêves qu'elle pouvait nourrir pour son enfant. Le seul enfant dans son cas. Celui qui avait toujours été sa première raison de vivre. Ensuite, Mireille a été pointée du doigt. Dans une petite ville comme Windsor, c'est difficile de se perdre dans la masse. Pour la défense, le geste de Sébastien Lemieux a eu lieu dans un moment de folie passagère. Le jury a délibéré plusieurs jours. Ça a fini le 23 décembre, en début d'après-midi. À ce moment-là, le jury l'a reconnu coupable des crimes connus, mais c'était, au lieu d'être de meurtre, c'était meurtre au second degré, je pense, au lieu d'être au premier degré, tel que l'acte d'accusation. La sentence a été rendue au mois de février. Le juge donne à Sébastien Lemieux une sentence à vie, avec possibilité de libération après 18 ans. Son avocat porte la cause en appel. Lemieux obtient alors une possibilité de libération après 14 ans. Est-ce que des parents, une mère ou un père, doivent donner des couteaux à leurs enfants? Est-ce qu'on doit nourrir leur esprit de qu'est-ce qui peut être violent? Est-ce que sa mère aurait pu voir venir ça, comment il se nourrissait? Ou elle trouvait que, bon, mais garde, il lit, je le laisse faire, au moins il se passionne pour quelque chose? Ou est-ce que cette passion-là était bonne? Je sais pas. Le temps a passé, mais Windsor n'a pas oublié le drame qui s'est passé dans le parc Watopeka. Puis même par la suite, les années suivantes, les gens étaient toujours inquiets. Nous avons même dû instaurer un système de surveillance pour assurer la sécurité des gens. Ma fille a encore peur pour si elle rencontre. Qui rachète le travail qu'il a déjà fait, qu'il a manqué. Une autre tentative de meurtre, nous avons peur de ça. Je pense que le danger est minime et à peu près nul pour cette famille-là. Je pense que le choix de la victime était un choix au hasard. C'est pour ce que cette personne-là, ce jeune enfant-là de 11 ans, représentait pour lui quand il l'a vu. Et je suis à peu près certain que cet individu-là n'a pas de désir de se venger. La passion de Sébastien pour les armes blanches et autres objets macabres aurait-elle pu être interprétée comme un signe de souffrance et un appel à l'aide? Pour l'entourage d'adolescents comme Sébastien, la seule ligne de conduite à tenir demeure la vigilance.
Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Le meurtrier du jeune garçon, assassiné dans le parc Watopeka, court toujours. La piste du couteau n'a mené à rien. Et les policiers commencent à croire qu'ils font fausse route. Où se cache le meurtrier de Stéphane Dion? Le mardi 23 juin 1992, la petite ville de Windsor est en émoi à la suite de l'agression d'un jeune garçon de 11 ans dans le parc Watopeka. Même si la déclaration des témoins concorde, les policiers n'ont aucune piste. Ils essaient de rencontrer le maximum de personnes qui se trouvaient au parc ce jour-là. Un homme raconte avoir vu un jeune homme corpulent se promener. Il lui a même parlé. Le jeune homme lui a dit son nom. Mais vérification faite, personne à Windsor ne s'appelle ainsi. Une équipe avec chien pisteur est dépêchée pour fouiller le parc. Quand il ne part pas en expédition dans la forêt, Sébastien Lemieux s'adonne à son autre passion, la lecture de romans d'horreur. Il en a des collections complètes. Il possède aussi une quantité impressionnante de films d'horreur qu'il écoute et réécoute sans cesse. On a mis un énorme accent sur le fait que Sébastien écoutait des films d'horreur, sur le fait que Sébastien lisait Stephen King. Si on considère le nombre de romans puis de films qui peuvent se vendre et s'écouter, ben c'est pas un cas isolé, puis ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas les lectures ou les films ou les jeux vidéo qui vont les rendre violents. C'est leur propre violence à l'intérieur qui fait qu'ils vont se reconnaître dans ça et qu'ils vont en rechercher. De plus, Sébastien Lemieux a une impressionnante collection d'armes blanches. Il s'en achète chaque fois qu'il a un peu d'argent de poche. Quand elle veut lui faire plaisir, sa mère lui en offre. C'est souvent des gens qui vont se sentir eux-mêmes comme pas si compétents, pas si puissants, et le fait d'avoir une arme ajoute de l'assurance. On devient quelqu'un quand on a une arme. Ici, on parle d'armes blanches, d'armes de collection. Fait que probablement qu'au départ, effectivement, un intérêt, une petite fascination, mais c'est la façon dont ça a déboulé par la suite, où les armes devenaient même plus des armes de collection. Là, ça devenait plus inquiétant. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'on ne soit pas inquiété, mais quand Sébastien vivait chez Mireille, les choses n'étaient pas inquiétantes. Si Sébastien s'était caché pour pratiquer ses loisirs, peut-être que ça aurait été inquiétant. Mais c'était fait normalement devant tout le monde, donc c'était pas... Elle se rend au poste de police et frappe à la porte de toutes ses forces. Malheureusement, le poste est fermé et personne ne lui répond. À l'extérieur du poste de police, il y avait un appareil téléphonique qui permettait aux citoyens de communiquer directement dans les autopatrouilles. C'était utilisé lorsque le poste était fermé. La jeune fille appelle pour demander des secours. J'arrivais de Sherbrooke, il n'y avait pas personne dans le poste de police. Le chef de police arrive au même moment. Il se dirige vers elle et l'encourage à se calmer. Elle essaie de lui raconter son histoire, mais les mots se bousculent. Comme je ne sais pas directement où c'était, elle monte avec moi en auto, puis elle me dirige là, à la sortie du stationnement du poste. À cette époque-là, le sentier était ouvert. On rentre dans le sentier. Le chef de police ignore encore ce qu'il va trouver dans le sentier du parc Watopeka. La jeune fille au chandail maculé de sang, est-elle victime ou agresseur? La jeune fille qui conduit le chef de la police de Windsor au parc Watopeka en ce 23 juin 1992 est Dorothée Dion. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Quelques jours plus tôt, le vendredi 18 juin, Dorothée célèbre la fin de l'année scolaire. Les grandes vacances commencent. Son jeune frère de 11 ans, Stéphane,
finit l'école le mardi suivant, 23 juin. Mais ce vendredi-là, il a une demande spéciale à faire à leur mère. La dernière journée d'école, qu'il y avait une activité qui allait à Québec. Et moi, j'avais refusé qu'il fasse le voyage à Québec. C'est que c'était déjà une classe qui avait des enfants en difficulté. C'est une classe où il y avait beaucoup de problèmes. J'avais peur que le professeur perde un petit peu de contrôle. Stéphane accepte la décision de sa mère sans trop discuter. C'était pas grave. Québec, on y allait. On partait en camping, on allait à Québec. On allait se promener dans les petites rues, trouver des petites choses. Donc, il y avait déjà... on allait déjà exploiter le vieux Québec. Donc, c'était pas grave pour lui. Stéphane est d'un naturel conciliant. C'était un enfant qui était bien seul, qui était bien avec ses jouets, il était bien à jouer dans le bois, faire des camps. Il était très proche de ses sœurs. Très, très proche. On surveille sa résidence et puis on fait des recherches un peu partout en ville et en région. Mais les recherches n'ont rien donné. Sébastien Lemieux semble introuvable. À ce moment, sa mère, Mireille, arrive au poste de police, affolée à l'idée que son fils puisse être la victime de l'agression qui a eu lieu au parc durant la journée. C'est là qu'elle apprend avec horreur qu'il est plutôt le principal suspect d'un meurtre. Pendant que tout le monde le recherche, Sébastien Lemieux rentre chez lui en passant par derrière, évitant ainsi la surveillance policière. Durant la soirée, vers 22h40 au poste de police, je reçois un appel téléphonique d'un individu qui demandait si sa mère, Mireille Thérien, était au poste de police. Mireille était la mère de Sébastien Lemieux. Fait que je demande à Sébastien, t'es où? Il dit, je suis chez nous. Fait que j'ai dit, bouge pas de là, on te donne des nouvelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans sa vie, il y a juste sa mère. Et là, il vient de poser un geste épouvantable, un geste qui est extrêmement lourd. La seule personne qui connaît, à qui il peut se confier, ou sans même en parler, juste le fait d'être en sa présence, qui va lui apporter un certain réconfort, parce qu'un individu qui est tout seul au monde, je pense qu'à un moment donné, il a recherché sa mère, puis il a fini par dire, il faut que je lui parle, même au point d'appeler au poste de police. J'ai resté surpris qu'il appelle, sauf qu'il a expliqué que des voisins lui avaient dit que sa mère était partie au poste de police. Le chef de police lui dit que d'autres policiers iront le chercher. Sébastien rétorque qu'il n'est pas habillé. Saint-Onge lui précise quoi enfiler comme vêtements. Pendant qu'il le maintient au bout du fil, un autre policier contacte la Sûreté du Québec. Les policiers se rendent au domicile de Lemieux. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont préparé les négociations avec lui. Ils l'ont rappelé, puis ils lui ont donné des instructions, à savoir de sortir dehors, de lever ses mains et de se rendre. Sur les lieux, il y avait déjà des enquêteurs qui ont procédé à son arrestation et ils l'ont conduit à Sherbrooke pour enquête. Puis, les enquêteurs entrent dans la maison et prennent connaissance de l'ampleur de sa collection d'armes blanches. Une cinquantaine de couteaux et de sabres en tout genre. Ils découvrent ses bibliothèques remplies de livres et de films d'horreur et sa passion pour les objets macabres comme les reproductions de têtes de squelettes. Dans l'autopatrouille qui l'amène à Sherbrooke, Lemieux déclare qu'après ce qu'il a fait, aucun avocat ne voudra jamais le défendre. Une fois arrivé au poste, Je les ai repoussés, je leur ai dit de s'en aller. Que je voulais pas savoir. Mais il fallait qu'ils me disent. Encore sous le choc de la mort de son fils, Madame Dion apprend que sa fille Dorothée est à l'hôpital. Heureusement que ses blessures aux mains et aux bras ne sont que superficielles. Le sang sur ses vêtements était celui de son frère. Accompagnée des policiers, Madame Dion se rend immédiatement au chevet de sa fille. Notre grande fille était à l'hôpital pour soigner ses blessures.
Donc là, je vais la rejoindre. Il a fallu que je lui apprenne qu'est-ce qui s'était passé. Que Stéphane, maintenant, n'était plus en vie. Et là, elle dit, non, maman, elle dit, il vit. Là, il a fallu l'emmener avec la police. Puis lui dire que là, Stéphane était bien décédé. Dorothée et ses parents sont anéantis. La ville de Windsor apprend bientôt qu'un de ses jeunes a été victime d'une attaque dans le parc. Les recherches se poursuivent en ville puisque le couteau trouvé sur le sentier leur a fait croire que le meurtrier était sorti du parc. Ce que les policiers ne savent pas, c'est que caché au milieu des arbustes et des buissons, sur une petite île, un jeune homme tente de mettre fin à ses jours. Le parc Watopeka est bien connu des gens du coin et il est très fréquenté. Ce matin-là, du 23 juin 1992, Sébastien Lemieux, 18 ans, est lui aussi parti y faire une randonnée. Physiquement, c'était un garçon qui était grassouillet. Il était timide avec les gens qu'il connaissait pas. Par contre, il était enjoué et taquin avec les gens qu'il connaissait bien. Il pouvait même être câlin avec ses proches. Les parents de Sébastien se sont séparés quand il avait 4 ans et demi. Il vit avec sa mère et n'a vu son père que quelques fois au cours des 13 années qui ont suivi. Sa mère et lui sont très proches. Ils vivent dans un univers clos, sans beaucoup de contact avec l'extérieur. Sébastien a toujours été ce qu'il y a eu de plus important dans la vie de Mireille. Quand Sébastien était jeune, Mireille supervisait les devoirs de Sébastien. Mireille jouait souvent avec Sébastien. Mireille envoyait Sébastien dans une école privée pour être capable de lui donner les meilleures chances possibles de sortir du milieu, justement, qui était... Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a la chance pour lui d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, c'est quelque chose d'un peu idyllique. 10 minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Ils croisent Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants d'Ion, mais revient subitement sur ses pas et se met à les suivre. C'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elle s'assoit sur un banc pour discuter. Les enfants d'Ion, toujours en vélo, roulent dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane, pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu est sorti du boisé et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. Puis elle criait dans le bois. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles au poignet, au bras et au visage. La dame et son amie entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il essaie de l'étrangler.
Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Il a essayé de l'enlever parce que à ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille et il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier Décrive l'agresseur de Stéphane comme un jeune homme d'environ 20 ans, assez corpulent, aux cheveux noirs. Il porte une veste en jeans, un coton ouaté gris et un sac d'armée en tissu vert. Les policiers notent le tout avec attention, mais ils n'ont aucune piste. Qui a attaqué le jeune Stéphane, parti plus tôt faire du vélo avec sa sœur? Est-ce la même personne qui a poignardé la femme assise sur le banc? Quelles rencontres fatales ont-ils faites au parc Watopeka le 23 juin 1992? Dorothée Dion vient d'emmener le chef de police de Windsor sur le sentier du parc Watopeka où son frère Stéphane, âgé de 11 ans, gît dans une mare de sang. Dès qu'il se penche sur le corps de Stéphane, le policier comprend qu'il est trop tard. La découverte d'un couteau ensanglanté dans le sentier laisse croire que le meurtrier s'est enfui vers la sortie du parc. Les recherches s'amorcent dans cette direction. Les policiers de Windsor connaissent les parents de Stéphane. La tâche ingrate de leur annoncer la mort de leur fils leur revient. À 3h30, il y a quelqu'un qui a cogné chez moi. Et quand je suis allée ouvrir, c'était 2 policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari a-tu eu un accident? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas pourquoi. Puis là, ils ont dit, mais Céline, on a quelque chose à te dire. Quoi? Et là, tu fais du déni, tu veux qu'il s'en aille. Tu veux retourner en arrière, tu veux pas qu'il rentre dans ta maison. Je les ai repoussés. Je les ai repoussés, je leur ai dit de s'en aller. Que je voulais pas savoir. Mais il fallait qu'ils me le disent. Encore sous le choc de la mort de son fils, Madame Dion apprend que sa fille Dorothée est à l'hôpital. Heureusement que ses blessures aux mains et aux bras ne sont que superficielles. Le sang sur ses vêtements était celui de son frère. Accompagnée des policiers, Madame Dion se rend immédiatement au chevet de sa fille. Notre grande fille était à l'hôpital pour soigner ses blessures. Donc là, je vais la rejoindre. Il a fallu que je lui apprenne qu'est-ce qui s'était passé. Que Stéphane, maintenant, n'était plus en vie. Et là, elle dit, non, maman, elle dit, il vit. Boré une expression neutre pendant qu'il continue de cacher ses armes. En début d'après-midi, les enfants Dion arrivent au parc, juchés sur leur vélo. Ils ont l'intention d'y passer le reste de l'après-midi. Dorothée emmène son frère sur un sentier. Ils s'arrêtent pour admirer la vue. Ils rigolent et s'amusent. C'est à ce moment qu'ils croisent Sébastien Lemieux. Si cet individu-là a vécu énormément de frustration, a eu de la colère, a été ridiculisé, c'est clair que de voir quelqu'un de cet âge-là, au moment où lui était victime de raillerie, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui a la chance pour lui d'avoir tout ce qu'il faut, donc c'est quelque chose d'un peu idyllique. 10 minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Ils croisent Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants Dion, mais revient subitement sur ses pas et se met à les suivre. C'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elle s'assoit sur un banc pour discuter. Les enfants Dion
toujours en vélo, roule dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane, pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu est sorti du boisé et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. Puis elle criait dans le bois. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superfaites. Personne à Windsor ne s'appelle ainsi. Une équipe avec chien pisteur est dépêchée pour fouiller le parc. Quand il ne part pas en expédition dans la forêt, Sébastien Lemieux s'adonne à son autre passion, la lecture de romans d'horreur. Il en a des collections complètes. Il possède aussi une quantité impressionnante de films d'horreur qu'il écoute et réécoute sans cesse. On a mis un énorme accent sur le fait que Sébastien écoutait des films d'horreur, sur le fait que Sébastien il lisait Stephen King. Si on considère le nombre de romans puis de films qui peuvent se vendre et s'écouter, ben c'est pas un cas isolé puis ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pas les lectures ou les films ou les jeux vidéo qui vont les rendre violents. C'est leur propre violence à l'intérieur qui fait qu'ils vont se reconnaître dans ça et qu'ils vont en rechercher. De plus, Sébastien Lemieux a une impressionnante collection d'armes blanches. Il s'en achète chaque fois qu'il a un peu d'argent de poche. Quand elle veut lui faire plaisir, sa mère lui en offre. C'est souvent des gens qui vont se sentir eux-mêmes comme pas si compétents, pas si puissants, et le fait d'avoir une arme ajoute de l'assurance. On devient quelqu'un quand on a une arme. Ici, on parle d'armes blanches, d'armes de collection. Fait que probablement qu'au départ, effectivement, un intérêt, une petite fascination, mais c'est la façon dont ça a déboulé par la suite, où les armes devenaient même plus des armes de collection. Là, ça devenait plus inquiétant. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'on ne soit pas inquiété, mais quand Sébastien vivait chez Mireille, les choses n'étaient pas inquiétantes. Si Sébastien s'était caché pour pratiquer ses loisirs, peut-être que ça aurait été inquiétant. Mais c'était fait normalement devant tout le monde, donc c'était pas inquiétant. La mère de Sébastien se réjouit que son fils se passionne pour quelque chose. Le côté réservé et introverti de son fils l'encourage à croire que cet intérêt est inoffensif. Probablement que cette mère-là a essayé de compenser la carence qu'elle voyait chez son fils. C'est clair que c'est un individu qui était rejeté des autres. C'est clair que lui-même disait qu'il était souffre-douleur. C'est clair qu'il y avait des difficultés au niveau des relations sociales. Fait qu'une mère dans ce temps-là va avoir tendance à vouloir compenser ça, à vouloir faire plaisir, à vouloir développer ses capacités. Bien qu'il soit content d'avoir terminé sa première année de cégep, Sébastien Lemieux n'a pas l'esprit tranquille. Sébastien se préparait en fait à retourner au camp d'entraînement. Camp d'entraînement qu'il avait échoué l'année précédente. Et qui savait donc comment difficile ça pouvait être. Et la pression devait sûrement être énorme sur lui à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose d'un peu idyllique. 10 minutes plus tard, les enfants s'arrêtent pour regarder la rivière. Ils croisent Lemieux une seconde fois. Ils n'en font pas de cas. À ce moment précis, Lemieux aurait senti une envie irrépressible de poignarder quelqu'un. Il dépasse les enfants d'Illon, mais revient subitement sur ses pas et se met à les suivre.
c'est là que le sentiment d'injustice qu'il devait ressentir a pris toute son ampleur. Pourquoi un individu de 11 ans peut être si heureux alors que moi, j'ai tant souffert? Et c'est probablement sur ce symbole-là que sa colère s'est défoulée. Il est aux environs de 14 heures quand une dame et son amie arrivent au parc. Elle s'assoit sur un banc pour discuter. Les enfants Dion, toujours en vélo, roulent dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane, pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu est sorti du boisé et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. Puis elle criait dans le bois. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles au poignet, au bras et au visage. La dame et son amie entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il essaie de l'étrangler. Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Elle a essayé de l'enlever parce que à ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille et il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier avait un autre canif dans ses poches. Il l'a sorti, il l'a ouvert. Roule dans un sentier boisé. Dorothée poursuit sa route en tête. Elle amorce une courbe, suivie par son petit frère qui s'arrête. Il a soif. Dorothée l'attend de l'autre côté de la courbe. Elle tourne le dos à Stéphane, pendant que celui-ci boit quelques gorgées de sa gourde. Un individu est sorti du boisé et il l'a poignardé par en arrière. Sorti de nulle part, Sébastien Lemieux frappe et frappe. Dorothée entend son frère hurler. Elle se retourne et voit Lemieux qui continue de frapper Stéphane de toutes ses forces. Sans réfléchir, la jeune fille se précipite sur l'attaquant. Elle a même réussi à enlever le poignard de type Rambo que le suspect avait en se battant avec. Puis elle criait dans le bois. C'est durant ce corps à corps que Dorothée se fait des blessures superficielles au poignet, au bras et au visage. La dame et son amie entendent les cris de la jeune fille. Au début, elle croit à un jeu. Mais quand le cri se répète, les deux femmes décident d'aller voir ce qui se passe. Dorothée a réussi à arracher le couteau à Lemieux. Elle le tient de sa main droite pendant qu'il essaie de l'étrangler. Les deux femmes sont témoins de l'agression. N'écoutant que son courage, l'une d'elles se précipite sur l'assaillant. Elle a essayé de l'enlever parce que à ce moment-là, il était par-dessus la jeune fille et il tentait de récupérer son couteau. Ce dernier avait un autre canif dans ses poches. Il l'a sorti, il l'a ouvert et a donné un coup à la dame qui a effleuré l'enveloppe du cœur, à 1 ou 2 centimètres de l'enveloppe de son cœur. Ramené brutalement à la réalité par l'intervention de Dorothée puis celle de la dame, Lemieux s'enfuit à travers les bois. La dame blessée se relève péniblement. Elle tente de convaincre Dorothée d'aller chercher des secours. Dorothée refuse d'abandonner son frère.
Dorothée se précipite sur son frère pour le secourir. Elle enlève ses chaussures et ses bas. J'ai essayé de le transporter. Elle a essayé de le mettre sur son dos puis l'emmener avec elle. Elle n'a pas été capable. Il était aussi lourd qu'elle. Elle n'a pas été capable. Mais à ce moment, j'ai arrêté son sang. Avec les bas, j'ai arrêté son sang, maman. Les deux amis partent chercher des secours.